Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h45, le petit déjeuner politique ce matin. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie. Oui, bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Où va le tourisme en France? Grande question parce que c'est l'un des moteurs de notre économie. On le rappelle bien souvent, la France était la première destination mondiale. La troisième ou deuxième en termes de recettes, mais c'est particulièrement important. Et puis l'une des grandes questions qui agite du moment, c'est passeport vaccinal ou pas pour voyager ou encore se rendre dans les lieux festifs. Vous avez déclaré hier, je crois que c'est prématuré pour trancher. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a encore beaucoup d'inconnus. Est-ce que le fait de se vacciner empêche le fait qu'on puisse transporter, voire transmettre le virus? On sait que le vaccin permet de se protéger soi, mais donc on ne sait pas jusqu'à quel point il protège vis-à-vis des autres. Et puis regardez, on en est à quoi? À 4-5% de la population européenne qui est vaccinée, qui sont plutôt les populations les plus fragiles. Par conséquent, c'est vraiment donner une sorte de droit de circuler ou pas à certaines catégories de personnes et pas à d'autres. C'est pas un petit sujet, quoi. Oui, mais alors certains professionnels du tourisme disent il faudrait quand même pas qu'on soit à la traîne. On a été à la traîne pour les masques, pour un tas de choses. Enfin, je vais pas vous faire la litanie. Il faudrait pas qu'on le soit là-dessus aussi, sur ce sujet. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que les promoteurs de ce type d'outils, passeport vaccinal, sont ambigus. Je regardais, le Premier ministre grec, justement, a écrit à la présidente de la Commission européenne. J'ai pris connaissance de son courrier. À la fois, il dit on a besoin de mettre en place ce type d'outils, et puis 2 paragraphes plus loin, il dit ça doit pas être un prérequis pour voyager. Donc il y a un moment, ça sert à quoi donc je crois que ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de pouvoir travailler sur des dispositifs qui permettent de mettre de la fluidité dans les aéroports, dans les transports internationaux. C'est vrai que pour l'instant, par exemple, les prérequis, c'est beaucoup des tests PCR pour s'assurer qu'on n'est pas porteur. Et donc, souvent, on a le petit papier, etc. Il peut y avoir de la fraude documentaire. Donc, peut-être travailler sur une application qui permet de télécharger son test, de pouvoir le scanner. Je pense que ça peut faciliter les flux dans les aéroports, remettre de la mobilité. Une sorte de certificat sanitaire digital, en quelque sorte, c'est ça ce que nous disait Jean-Pierre Masse, un des présidents des agences de voyage. Je ne sais pas si c'est le terme de certificat. C'est pour ça que je m'en tiens à un dispositif un peu technique, on va dire. On est beaucoup nombreux à avoir téléchargé Stop Anti-Covid. On voit que ça fonctionne. Pourquoi pas avoir quelque chose comme ça, un QR code qui permet d'attester qu'on a le test à jour, etc. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir, il est plus du côté des tests rapides que du passeport vaccinal. J'en parlais avec Thierry Breton, qui est le commissaire européen et qui est en charge aussi du tourisme. Et donc, il travaille, lui, à ce qu'il puisse y avoir une montée en puissance sur les tests rapides, genre tests antigéniques, tests salivaires, parce que ça permet en quelques minutes de s'assurer qu'on n'est pas porteur. Et ça peut être une vraie réponse pour remettre de la mobilité internationale. Oui. Est-ce que ça, c'est pour le terme de cet été ou pas? Est-ce que c'est jouable? Comment vous voyez en fait les choses? Je disais que la France, le tourisme est essentiel à notre économie, on en souffre beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner des notes d'espoir ou pas, au contraire? Les notes d'espoir, tout est lié naturellement à l'évolution de la condition de la pandémie. Il est vrai que les efforts des Français, les efforts collectifs, moi je trouve, sont en train de payer. On était sur un plateau, mais on voit qu'on a des indices de frémissement à la baisse, tant sur les nouvelles personnes contaminées, le nombre d'hospitalisations, etc. Donc tout ça semble plutôt aller dans le bon sens. Oui, même si les scientifiques disent au mois de mars, ça va flamber. Alors, qui croire? Mais c'est pour ça que ne relâchons pas nos efforts, encore une fois. J'étais hier, moi j'ai lancé un Tour de France de la relance du tourisme. J'étais hier en région sud, exactement, par visio, avec le président Renaud Muselier. Et effectivement, les professionnels, ils sont prêts, ils ont mis en place des protocoles sanitaires. On est en train, pour certaines filières, encore de les peaufiner avec eux, dans le cadre de la CIC, la fameuse commission interministérielle de crise. C'est le cas, par exemple, de mémoire pour les casinos. Voilà. Donc, ils ont des fourmis dans les jambes. Il y a l'envie de pouvoir travailler à nouveau. Le monde de la culture va faire quelques expérimentations. Donc, ce que je veux dire, c'est que
On travaille déjà aux conditions de la reprise. Après, cette reprise, vous savez... Mais vous la voyez quand, cette reprise? Non, mais c'est vrai, vous n'êtes pas la garantir. Oui, vous n'êtes pas Madame Irma. Exactement, parce que ce virus, c'est l'inattendu permanent. Et donc, du coup, c'est aussi un peu l'incertitude permanente. On doit s'adapter face à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'il y a des secteurs qui restent entravés, eh bien, naturellement, nous, on doit donner une visibilité, en revanche, sur les aides. C'est ce qu'on a fait, sur le soutien économique, parce que depuis le début de la crise, on en est à 20 milliards d'euros pour le secteur du tourisme, en soutien, avec l'activité partielle, etc. Donc, par exemple, Elisabeth Borne a annoncé qu'on la prolongeait, cette activité partielle, naturellement, au mois de mars. Idem pour le filet de sécurité de 900 euros pour les travailleurs précaires dans la culture, le tourisme, etc. Donc, ça se poursuit. Donc, vous voyez, là, en revanche, on met de la certitude, on met de la prévisibilité, parce que c'est bien le moment. Et ça, oui, parce que c'est ce que vous reproche aussi dans certains secteurs, et notamment le tourisme, de manque d'anticipation, de visibilité, en fait. Ne pas prendre des décisions du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez leur promettre que vous allez essayer de travailler davantage dans la concertation? Alors, on travaille dans la concertation, ça c'est sûr. Le comité de filière tourisme, je me réunis tous les 15 jours. Donc, depuis un an, on travaille bien ensemble. Maintenant, il y a des décisions, effectivement, parfois qu'il faut prendre très rapidement. Et donc, c'est vrai que ça demande une adaptation très rapide. Mais, encore une fois, on est face à l'inconnu permanent avec ce virus qui mute. Donc, ça nécessite d'être parfois rapide. Mais encore une fois, à chaque fois, je crois que tout le monde se met en quatre. Et le secteur du tourisme, il sait combien, encore une fois, on en a fait une priorité nationale. Priorité nationale, il faut que ce soit... On était même chose avec un professionnel à la montagne qui dit il y a du monde, mais quand même, ils ont beaucoup de charges, bien sûr, et que les aides arrivent un petit peu en retard et les banques ne garantissent pas tout, en fait, à chaque fois. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que tout ça va suivre? Oui, alors, on a mis en place plusieurs dispositifs, justement, dédiés à la montagne, avec un dispositif d'indemnisation pour les commerces, non seulement les commerces dans les stations de montagne, par exemple, mais dans les vallées, parce qu'il y a beaucoup de commerces dans les vallées qui sont impactés, qui dépendent aussi de l'affluence touristique. Donc, et ça, c'est unique. C'est unique en France, on ne l'a pas fait pour d'autres filières. On met en place aussi un dispositif pour indemniser les remontées mécaniques, parce que ce sont elles qui sont fermées. Et c'est vrai qu'on est dans un dialogue avec Bruxelles pour cette aide. Et donc, on attend le feu vert définitif. Et dans cette attente, il est clair qu'il faut activer d'autres dispositifs pour faire un tuilage, si je puis dire. C'est-à-dire, on a mis en place des avances remboursables, des PGE peuvent être conclus. Et donc là, il y a cette capacité à faire la jointure avec l'arrivée de l'aide. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des aides massives. On en est à 4 milliards d'euros aujourd'hui déjà sur le secteur de la montagne. Et là, on va prendre en charge, par exemple, pour la montée mécanique, 70% des charges. Donc c'est vous dire que on met le paquet parce que on a besoin de préserver les entreprises, les talents, les emplois, parce que c'est ce qui fait la richesse. Le tourisme, c'est l'accueil, c'est le service. Bien sûr, mais il y a énormément c'est de la ressource humaine. Oui. Et puis il y avait énormément de petits boulots autour. Enfin, petits boulots, c'est pas péjoratif. Ce que je veux dire, mais autour, qui échappent aussi parfois et qui malheureusement n'étaient pas pris en compte dans l'ensemble des aides. Là, vous êtes en train de tout balayer, quoi. Oui, on essaye de limiter les trous dans la raquette, comme dit le Premier ministre. Par exemple, on a le cas des polyactifs. Je suis agriculteur et en même temps, je suis moniteur de ski. 2 mois par an. Eh bien, on a donné des instructions pour qu'il y ait de la souplesse dans l'examen des dossiers et que les gens puissent prétendre aux différents dispositifs d'indemnisation. Je crois qu'on essaye de ne laisser personne au bord du chemin. Les saisonniers, il y avait eu cet appel d'Elisabeth Borne en décembre pour qu'ils puissent être recrutés par les entreprises. Et nous, derrière, on vient avec l'activité partielle. Donc, reste à charge zéro pour l'entreprise, mais filet de sécurité pour le saisonnier. Ça lui permet aussi de recharger ses droits. Qu'est-ce que vous dites aux Français là, qui sont en train de réfléchir sur leurs vacances pour cet été? Écoutez, je touche du bois. Regardez, les vacances déjà du mois de février, il y a 15 jours, l'état des réservations était à moins 50%. On voit que dès lors qu'avec le Premier ministre, nous avons dit qu'il était possible de se déplacer en France, qu'il était possible de partir en vacances, les Français ont entendu l'appel parce qu'aujourd'hui, on a résorbé. Je vois quelques statistiques, par exemple, que ce soit sur particulier à particulier qui proposent des locations. Ils ont rattrapé le retard. On était à moins 60% au 31 janvier. Ils sont à moins 20%. Donc on voit qu'il y a eu un effet. Il y a certaines destinations
au littoral ou à la campagne qui voient un surcroît de fréquentation. Les stations de basse montagne et de moyenne montagne connaissent finalement une certaine influence. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que tout est rose, parce que je sais que c'est très dur, et notamment les stations de haute montagne, elles n'ont pas le public international. Dès lors qu'il n'y a pas le ski de fond, le ski alpin, pardon, on voit qu'il y a moins d'attractivité, donc c'est très dur pour la montagne française. Néanmoins, les Français sont en train de partir pour ces vacances de février, quoi. Et pour les vacances d'été, vous leur dites attendez avant de réserver? Alors, ce qu'on voit, c'est que de toutes les façons, on est quand même dans des comportements un peu de dernière minute, compte tenu de tous les aléas qu'on a connus depuis un an. C'était déjà vrai avant la pandémie, d'ailleurs. Vous savez que maintenant, on réserve toujours plus tard. Mais je pense qu'on travaille à ce que l'été soit le plus normal possible. Et je crois qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de pouvoir s'aérer, s'oxygéner. Ce qu'on vit est un choc, est un traumatisme. C'est éprouvant, je pense, humainement, psychiquement, mentalement. Donc, la France va perdre sa première place de destination mondiale touristique. Vous savez, tout le monde a perdu dans l'attractivité internationale. Et d'ailleurs... Mais là, ça y est, on l'a perdu ou pas? Non, parce que, un point, l'été dernier, par exemple, qui est un jalon, l'été dernier, la France a plus résisté que ses voisins espagnols ou italiens en matière de touristes internationaux. Et donc, on a limité la casse, parce que certaines clientèles européennes de proximité, les Allemands, les Belges, les Néerlandais, les Suisses, sont beaucoup venus en France. Malgré tout, on a fait une grosse campagne de promotion avec Atout France, et on va remettre ça. Vous allez remettre ça pour cet été bien sûr, parce qu'il est hors de question de sortir de cette crise sans être à l'offensive, parce que je pense que la reprise va être, dans le tourisme, très forte et très concurrentielle. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur la sécurité? Paris est devenu un coupe-gorge, dit par exemple l'ambassade du Japon après une agression il y a quelques jours. Alors, on a travaillé d'ailleurs, parce que certains publics chinois, par exemple, parfois avaient été visés. Donc on a mis en place, d'ailleurs, à l'époque, le ministère de l'Intérieur, un certain nombre de dispositions dans des quartiers ciblés. Et donc, les éléments allaient plutôt dans le bon sens. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive un fait, on en entend beaucoup parler, mais je peux vous dire qu'avec le ministère de l'Intérieur, ils sont très sensibilisés à cette dimension touristique, et donc on n'est pas inerte. Jean-Baptiste Lemoyne, question politique. Pourquoi cet amendement surprise au Sénat sur la possibilité d'un vote anticipé à la présidentielle, c'est-à-dire qu'on pourrait voter 6 jours avant le jour de l'élection? Voter avec une machine électronique. Voilà. Non, mais il faut le préciser, parce que l'idée, en fait, on l'a vu avec les municipales. Comme ça se fait dans certains pays. On l'a vu avec les municipales l'année dernière. Il y a eu moins d'affluence, moins de participation, parce que les gens avaient peur des brassages. Et donc, l'idée de pouvoir aussi étaler la période de vote, et donc étaler les flux, sécuriser les gens de ce point de vue-là, peut favoriser la participation. Ça peut fausser la campagne, ça. On n'est pas habitué en fait aux règles. L'élection présidentielle, justement, c'est une élection où traditionnellement les Français votent beaucoup. C'est l'élection maire, et donc je pense que il faut pas que le contexte pandémique en arrive à justement faire baisser la participation. C'est important que chaque Français puisse s'exprimer, et donc il s'agit d'offrir une faudrait qu'il y ait un débat quand même. Parce que il y a un débat, puisque il y a un débat. Dès lors il va y avoir un débat. En ce moment, tout ça ne vient pas de nulle part. Il y a l'examen au Parlement d'un projet de loi organique sur l'élection du président de la République. Donc, c'est vraiment le texte idoine pour pouvoir débattre d'un amendement relatif à ce sujet. Vous savez, moi je m'occupe des Français établis hors de France. C'est une communauté de 3 millions de personnes qui aussi souffrent, parce que c'est plus compliqué la vie à l'étranger, en étant un peu séparés. Eh bien, nous allons voter pour leurs élections locales. Ils vont désigner des conseillers des Français de l'étranger en mai prochain. Eh bien, nous avons mis en place, il y a le vote à l'urne, mais également nous avons mis en place un vote électronique par Internet. Et donc, les gens vont pouvoir... C'est super, parce qu'il y a une capacité... donc, il va y avoir un débat sur ce sujet. Question, Jean-Baptiste Lemoyne, dernière question avec Cécile. Justement, en tant que ministre des Français à l'étranger, il y a un hashtag qui tourne beaucoup, je veux rentrer chez moi. Est-ce que justement les Français qui sont hors de l'Union européenne peuvent rentrer en France? Alors, ils peuvent rentrer en France s'il y a un motif impérieux, s'il y a une urgence signalée, une urgence de type familial. Et pourquoi il n'y a pas le même statut entre l'Union européenne et l'extérieur, et pourtant ils sont français, et pourtant le risque est le même? Oui, mais tous les Français sont soumis à ces motifs impérieux. Vous, Patrick Roger, moi, si nous voulons aller hors de l'espace Schengen, de l'espace européen, nous devons produire un motif impérieux. Et donc, tous les Français sont sur un pied d'égalité, qu'ils soient
en métropole, en outre-mer ou établis hors de France. Et par exemple, même un Français de métropole ne peut pas se rendre outre-mer sans un motif impérieux. Donc on voit que... C'est-à-dire de retrouver sa compagne en France ou son compagnon en France, c'est pas un motif impérieux ? Et donc, par exemple, un Français résidant à Paris qui voudrait retrouver de la famille outre-mer ne rentre pas dans les cases des motifs impérieux. Donc, on est tous à la même enseigne. C'est dur. C'est très dur, hein, franchement, parce que les témoignages, je les vois. Je veux dire, je suis pas sourd, je suis pas aveugle. Mais naturellement, tout ça, on le veut le plus limité dans le temps possible. C'est le temps de combattre ce variant-là, et on espère qu'on en sort très vite pour redonner de la mobilité et que les gens puissent se retrouver. Parce qu'on a eu aussi le cas, vous savez, des couples qui étaient pas mariés, pas pacsés, et qui se retrouvaient durablement entravés. On avait mis en place, par exemple, un dispositif dérogatoire qui permettait de se retrouver. On en a instruit déjà 3000 dossiers, 80% ont pu se retrouver. Le dispositif a été suspendu. Voilà, au titre et également des règles auxquelles on s'impose nous. Mais j'ai demandé à ce qu'on continue à instruire les dossiers pour que dès qu'on reprend une mobilité plus normale, eh bien, ils puissent avoir leur feu vert et qu'ils puissent tout de suite venir. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Vous étiez l'invité ce matin de Sud Radio. Et avec un peu de retard, pardon, tout de suite le journal de 8h.